Amiens, le 9 mars 1886, 17h15. L'homme qui boite sur la rue Charles-Dubois ne sait pas qu'il lui reste 3 secondes. 3 secondes avant que sa vie ne bascule. Il a 57 ans, sa jambe gauche le fait souffrir depuis des mois. Le diabète ronge ses artères avec la patience d'un créancier. Dans la poche intérieure de son pardessus, une lettre froissée. Son fils Michel réclame de l'argent. Encore. Toujours. Le ciel d'hiver pèse sur la ville comme un couvercle de plomb. Le romancier pense à son manuscrit en cours. Robur le conquérant. Un homme qui a dompté les airs, un génie que le monde refuse de comprendre. Il ne voit pas le jeune homme qui attend près du portail. Son propre neveu, Gaston, 26 ans, les yeux fiévreux, la main droite enfoncée dans la poche de son manteau. Gaston fait un pas en avant. L'écrivain lève les yeux. Leurs regards se croisent. Gaston prononce quelques mots. Personne ne saura jamais lesquels. Peut-être un nom. Peut-être une accusation. Peut-être simplement mon oncle. Le premier coup de feu déchire le calme de la rue provinciale. La balle siffle. Elle manque sa cible. Le deuxième coup ne manque pas. Le plomb s'enfonce dans la jambe gauche de l'écrivain. Il s'effondre sur les pavés mouillés. La douleur explose, rouge, aveuglante. Il hurle. Gaston ne fuit pas. Il reste debout, le pistolet fumant à la main. Les domestiques accourent, des cris. Quelqu'un attrape l'agresseur. Il ne résiste pas. Une question restera sans réponse. Pourquoi un neveu tire-t-il sur l'homme le plus célèbre de France ? La folie, diront les médecins. Un accès de démence soudain. Gaston sera interné dans un asile psychiatrique. Il y mourra 37 ans plus tard, sans jamais avoir expliqué son geste. Mais la vraie blessure n'est pas celle du plomb. La vraie blessure, c'est ce que Gaston a dit avant de tirer. Ces mots que le romancier ne répétera jamais, ni à sa femme, ni à son fils. Ni au journaliste. Il emportera ce secret dans la tombe. Pour comprendre ces 3 secondes, il faut remonter le temps, 58 ans en arrière. Dans une ville bâtie sur les profits du commerce maritime, dans une famille où l'on apprenait aux enfants que les rêves sont des maladies. Mais d'abord, une autre fuite, celle d'un garçon de 11 ans, d'un navire en partance pour les Indes et d'un collier de corail. La Loire serpente entre les îles de Nantes en ce mois de février 1828. Sur l'île Feydeau, dans une maison bourgeoise, une femme met au monde son premier enfant, un garçon. On l'appellera Jules. Nantes est alors l'un des ports les plus prospères de France. Cette richesse a un goût de cendre, car la ville fut, pendant des décennies, le premier port négrier du royaume. Officiellement, la traite est abolie depuis 1815. Dans l'ombre, les navires continuent parfois de partir vers les côtes africaines. La famille de la mer connaît ce commerce. Les alotes de la Fuye sont des armateurs, des gens de mer. Dans leurs veines coule le sang des capitaines au long cours. Le petit Jules grandira avec ces ombres. Il ne les comprendra pas tout de suite, mais un jour, devenu homme, il créera un personnage qui entra à la littérature mondiale. Un capitaine sans patrie, réfugié sous les océans. Le capitaine Nemo. En latin, personne. L'homme qui n'existe pas. L'enfant naît sur une île. Ce n'est pas un hasard. Toute sa vie, Jules Verne sera un insulaire, coincé entre 2 mondes, entre le rêve et la réalité, entre ce qu'il veut écrire et ce qu'on l'autorise à publier. 6 ans plus tard, le garçon fait sa première rencontre avec le destin. On l'envoie en pension chez Madame Sambin, une veuve qui habite près du port. Son mari était capitaine de marine marchande, parti un jour vers les mers du Sud, jamais revenu. Naufrage, disparition. Mais la veuve refuse d'y croire. Chaque soir, elle rassemble les enfants dans le salon aux rideaux tirés. La lumière des bougies danse sur les murs. Elle raconte. Les tempêtes qui engloutissent les 3 mâts. Les îles désertes où des hommes attendent qu'on vienne les sauver.
Le petit Jules écoute, fasciné. Un soir, il ose une question. « Madame, et si votre mari ne vous attendait plus ?» La veuve sourit tristement. « Celui qu'on aime attend toujours, mon enfant, même s'il ne le sait pas lui-même. » Ces mots s'enfoncent dans sa mémoire. 30 ans plus tard, il écrira l'histoire d'un capitaine nommé Grant, perdu au bout du monde, que ses enfants recherchent avec une foi inébranlable. Le père de Jules s'appelle Pierre Verne. C'est un avoué, un homme de loi, de chiffres, de contrats. Il porte des habits sombres et des opinions plus sombres encore. Pour lui, le monde est une mécanique bien réglée. Les rêves sont des parasites, l'imagination, une maladie dont on guérit en travaillant. Pierre a un plan pour son fils aîné. Jules reprendra son étude. Il deviendra avoué à son tour, épousera une femme convenable, mourra convenablement après une vie sans surprise. Il y a un autre fils, Paul, le cadet, plus docile, plus prévisible. Pierre l'aime d'un amour tranquille. Paul deviendra officier de marine, aura des enfants. L'un d'eux s'appellera Gaston. Jules, lui, pose des problèmes. Il écrit, en cachette, des histoires de pirates, de naufrages, de trésors enfouis. Le soir, quand la maison dort, il allume une bougie et griffonne jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Un jour, son père le surprend. Qu'est-ce que c'est ? Le garçon tente de cacher les feuillets, trop tard. C'est une histoire, père, un navire pris dans une tempête. Assez ! Pierre Verne arrache les papiers. Il les parcourt du regard. Ses lèvres se pincent. Les tempêtes ne nourrissent pas les familles. Mais père, brûle ça, devant moi. Les flammes dévorent les pages. Jules regarde son histoire se tordre, noircir, disparaître. Il ne pleure pas. Il a appris que les larmes n'attendrissent pas cet homme. Quelque chose change en lui ce soir-là. Il comprend qu'il doit se cacher, créer une vie double. À l'extérieur, le fils obéissant, à l'intérieur, le rebelle. En 1839, le rebelle se réveille. Il a 11 ans. L'été tire à sa fin. Sur les quais de Nantes, les navires se préparent pour les traversées d'automne. L'un d'eux s'appelle la Coralie, un 3-mâts en partance pour les Indes. Et il y a une fille, sa cousine, Caroline Tronçon, des yeux clairs, un rire qui ressemble au chant des mouettes. Jules l'aime comme on aime à 11 ans, absolument, désespérément. Il veut lui offrir un collier de corail rose, le plus beau du monde, celui qu'on ne trouve qu'aux Indes. Le plan est simple, se faire engager comme mousse sur la Coralie, traverser l'océan, acheter le collier, revenir en héros. Le matin du départ, Jules se glisse hors de la maison avant l'aube. Il court jusqu'au port. Trouve le quartier-maître, lui raconte qu'il est orphelin, qu'il veut devenir marin. On engage. Pendant quelques heures, l'enfant vit son rêve. Il aide à charger les provisions, apprend les noms des voiles, respire l'odeur du goudron et du sel. La Coralie s'éloigne du quai. Nantes rétrécit. À Paimboeuf, à l'embouchure de la Loire, le navire fait une dernière escale. Et c'est là que le rêve s'écroule. Un canot à vapeur accoste. Un homme en descend, grand, furieux. Pierre Verne. « Descends de ce bateau, immédiatement !» Le garçon ne bouge pas. « Je veux aller aux Indes. Tu veux impressionner une gamine avec des babioles. Descends !» Le père monte à bord, attrape son fils par le bras, le traîne jusqu'au canot. Le retour se fait dans un mutisme de plomb. À la maison, la mère attend. Sophie, les yeux rouges. Elle prend son fils dans ses bras. Elle pleure. « Promets-moi, Jules, promets-moi de ne plus jamais faire ça. » L'enfant regarde cette femme qu'il aime. Cette femme dont les ancêtres ont navigué sur toutes les mers. Il promet. « Désormais, dit-il, je ne voyagerai plus qu'en imagination. » Ces mots sont une capitulation et une déclaration de guerre. Car si le corps reste prisonnier, l'esprit s'échappera, par la plume, par les livres. L'histoire du petit Mousse
deviendra une légende familiale. Peut-être embellie, le romancier ne la démentira jamais. Les mythes sont parfois plus vrais que la vérité. Caroline Tronçon n'aura jamais son collier. Dans 8 ans, elle épousera un homme bien plus âgé qu'elle, un propriétaire terrien, riche, pas un poète avec des rêves de corail. Les années passent. Jules grandit. Il étudie le latin, le grec, les mathématiques. En secret, il continue d'écrire. Des poèmes maintenant. Des vers maladroits qu'il dédie à Caroline sans oser les lui montrer. En 1847, elle annonce ses fiançailles, avec un notable, 2 fois son âge. Jules apprend la nouvelle un soir de novembre. La pluie bat les vitres de sa chambre. Il reste assis dans l'obscurité pendant des heures. 1848. La France s'embrase. À Paris, le peuple renverse Louis-Philippe. La République est proclamée. Des barricades se dressent. À Nantes, un jeune homme de 20 ans vit sa propre révolution, plus intime, tout aussi dévastatrice. Il comprend quelque chose. Le monde n'est pas juste. Les sentiments ne suffisent pas. L'amour ne triomphe pas toujours. Ce qui triomphe, ce sont les chiffres sur un compte en banque. Cette amertume ne le quittera jamais. Elle infusera ses romans. Derrière les aventures flamboyantes, il y aura toujours cette ombre. Son père l'envoie à Paris pour étudier le droit. C'est décidé. Jules sera avoué. Le jeune homme obéit, extérieurement. À Paris, il y a des théâtres, des éditeurs, une vie à construire loin du regard paternel. Mais avant de partir, il fonde quelque chose, une provocation. Avec 10 amis, il crée un club, les 11 sans femmes. 11 célibataires qui jurent de ne jamais se marier, de consacrer leur vie à l'art. Nous jurons de ne jamais nous enchaîner, déclare Jules. L'amour est un piège, le mariage, une prison. Un ami ricane. Jusqu'à la première jolie fille. Je suis sérieux, justement. En moins de 5 ans, les 11 célibataires seront tous mariés. Jules le premier, ou presque. Les serments de jeunesse sont des châteaux de sable. Paris, 1848. La capitale est un champ de bataille. Les barricades fument, les soldats patrouillent. Jules Verne débarque au milieu de ce chaos. Il loue une chambre minuscule. Par la fenêtre, il entend les coups de canon. Mais il ne descend pas se battre, il écrit. Pendant que la France change de régime, le jeune provincial reste enfermé dans sa mansarde. Des pièces de théâtre, des comédies légères. Il n'a pas d'argent. Son père lui envoie une pension ridicule. Certains soirs, il n'a pas de quoi se chauffer. C'est à cette époque qu'il rencontre Jacques Arago. Arago est un personnage extraordinaire. Explorateur, écrivain, dessinateur. Il a parcouru le monde entier. Et maintenant, il est aveugle. Complètement aveugle. Pourtant, il continue de raconter ses voyages. Il décrit les paysages qu'il ne voit plus. Jules l'écoute, fasciné. Un jour, il ose une question. « Monsieur Arago, comment pouvez-vous décrire ce que vous ne voyez plus ?» Le vieil homme sourit. « Et vous, jeune homme, comment comptez-vous décrire ce que vous n'avez jamais vu ?»« Je voyagerai, un jour. »« Non, vous imaginerez. C'est plus honnête. » Des années plus tard, il écrira des descriptions si précises de contrées lointaines que les lecteurs le croiront grand voyageur. En réalité, il ne quittera presque jamais l'Europe. En 1851, la France change encore. Louis-Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir. Jules, lui, évite l'armée par tirage au sort. Il écrit à son père. Les soldats sont des assassins en uniforme. Pierre Verne ne répond pas. Le fossé entre eux s'élargit. Cette même année, son corps le trahit pour la première fois. Des crampes atroces le plient en deux. Les médecins parlent de colite, un héritage de sa mère. On lui prescrit un régime, des œufs, du lait. Puis c'est le visage.
Un matin, la moitié droite ne répond plus. La paupière refuse de se fermer, la bouche pend. Paralysie de Bell, une inflammation du nerf facial. On le traite à l'électricité, des décharges envoyées dans les muscles. Ça va faire mal, prévient le médecin. À quel point? Comme un petit éclair. La douleur est fulgurante. Il en aura 4 crises au cours de sa vie. Entre 1849 et 1854, 2 épidémies de choléra ravagent Paris. Jules survit. D'autres meurent. En 1854, c'est Julien Seveste, directeur du théâtre lyrique. L'homme qui lui avait donné sa première chance. Encore une porte qui se ferme. Et puis il y a Herminie. Rose Herminie Arnaud Grostière. Fille d'un militaire, belle, cultivée, inaccessible. Il la rencontre dans un salon parisien. Des yeux sombres, un rire rare. Jules tombe amoureux comme on tombe d'une falaise. Pendant 3 ans, il la courtise, avec des poèmes, 30 poèmes d'amour. Il les lui envoie un par un. Les parents d'Herminie ont d'autres projets. Leur fille n'épousera pas un écrivain sans le sou. En 1851, elle annonce ses fiançailles, avec un autre. Cette nuit-là, Jules boit, beaucoup. Dans l'ivresse, il écrit une lettre à sa mère, des supplications, des menaces peut-être. Le lendemain, Sophie Verne prend le premier train pour Paris. Ce qu'elle dit à son fils, nous l'ignorons. Mais il ne se détruit pas, il continue. Quelque chose se brise pourtant, la capacité de croire à l'amour. À partir de ce jour, le mariage ne sera plus une affaire de sentiments, ce sera un arrangement. Il écrit aussi un poème satirique contre la bonne société de Nantes. Ces gens qui ont jugé sa fortune trop maigre, il ne le publiera jamais. Dans ses romans, les femmes qu'on force à épouser des hommes qu'elles n'aiment pas seront légion. Le complexe d'Herminie, des héroïnes sacrifiées sur l'autel des conventions. En 1857, il trouve ce qu'il cherchait. Pas l'amour, autre chose. Elle s'appelle Honorine de Viane Morel, 26 ans, veuve, 2 filles d'un premier mariage. Elle n'est pas belle, son visage est quelconque, ses manières, pratiques. Elle ne lit pas de poésie, mais elle a de l'argent, une dot confortable. Jules la rencontre en mai 1856. En janvier suivant, ils sont mariés. 8 mois, le temps de négocier un contrat. Fut-ce un mariage d'amour? Non, ce fut un arrangement. 2 solitudes qui s'associent. Elle lui apporte la sécurité. Il lui apporte avec le temps la célébrité. Mais entre eux, jamais la passion. Dès les premiers jours, le conflit s'installe. Elle veut des sorties, des dîners, la vie sociale. Il veut son bureau, ses manuscrits, le calme. Un soir de leur première année, Honorine le trouve dans son cabinet à 2 heures du matin. « Tu avais promis de passer la soirée avec moi. Je dois finir ce chapitre. Ce chapitre peut attendre. L'éditeur ne peut pas. Et moi ?» Il lève les yeux. « Tu es l'épouse d'un écrivain. Cela fait partie du contrat. » Elle sort sans un mot. Ce genre de scène se répétera des centaines de fois. Après le mariage, Jules devient agent de change à la Bourse de Paris, un travail alimentaire. Le matin, il se lève à 5 heures pour écrire. 2 heures, 3 heures. Puis il enfile son costume de bourgeois. En matière de bons mots, dira-t-il plus tard, je suis meilleur qu'en matière de courtage. Mais la bourse lui apprend quelque chose. Tout est connecté. Le prix du coton en Amérique influence les usines de Lyon. Le monde est un système. Cette vision imprégnera ses romans. Ces machines ne seront pas des jouets isolés. Elles s'inscriront dans un monde. 4 ans après le mariage, un enfant naît. Michel Verne. 3 août 1861. Mais son père n'est pas là. Ce jour-là, l'écrivain est en mer, au large de la Scandinavie. Quand il apprend la nouvelle, il fait demi-tour. Trop tard. L'enfant est déjà né. C'est peut-être le premier acte du drame qui se jouera entre eux pendant 40 ans. Michel grandira avec un père absent. Un père enfermé dans son bureau. Un père dont le nom est partout, mais dont la présence est nulle part. Dans 1 an,
Jules frappera à la porte d'un éditeur légendaire. Cette porte ne se fermera pas. Elle deviendra sa prison. L'année 1862 marque un tournant, pas seulement dans la vie d'un homme, dans l'histoire de la littérature mondiale. Jules Verne a 34 ans. Il a écrit des pièces de théâtre que personne ne joue, des nouvelles que personne ne lit, des poèmes que personne ne publie. 15 manuscrits ont été refusés par 15 éditeurs différents. 15 portes claquées au nez. 15 humiliations avalées en silence. Chaque matin, avant de partir à la bourse où il travaille comme agent de change, il s'assoit à sa table dans la lumière grise de l'aube. Il boit un café noir, sans sucre. Le diabète, déjà, impose ses règles. Il écrit avec une plume qu'il a achetée des années plus tôt. Les habitudes d'un homme qui craint le changement. 2 heures, 3 heures. Puis il range ses feuillets et devient quelqu'un d'autre. Un bourgeois parmi des bourgeois. Mais il y a un 16e manuscrit et une 16e porte, celle de Pierre-Jules Hetzel. Hetzel n'est pas un éditeur ordinaire, c'est une légende vivante. Il a publié Balzac quand Balzac n'était encore qu'une promesse. Il a édité Victor Hugo, le géant, l'exilé, le monstre sacré. George Sand est passé par ses mains. Les plus grands noms de la littérature française lui doivent leur carrière. Exilé sous le Second Empire pour ses convictions républicaines, il vient de rentrer en France. Il cherche de nouveaux talents, de nouvelles voix, des auteurs qui pourraient incarner la modernité. Et voilà qu'un provincial inconnu frappe à sa porte avec une histoire de ballon traversant l'Afrique. Hetzel prend le manuscrit, le soupèse, commence à lire. L'histoire est maladroite, les personnages manquent d'épaisseur. Le style hésite entre le didactique et le romanesque. Un éditeur moins expérimenté aurait refusé immédiatement. Mais Hetzel n'est pas un éditeur ordinaire. Il voit quelque chose, une étincelle, une façon de mêler la science et l'aventure que personne n'a encore tenté. Une vision du monde où les machines deviennent des personnages, où la géographie devient une dramaturgie, où le savoir devient une épopée. L'éditeur convoque l'auteur dans son bureau. « Votre histoire est intéressante, dit-il en posant le manuscrit sur la table, mais elle n'est pas prête. » Le cœur de l'écrivain se serre. Encore un refus. Encore une porte qui va se fermer. « Cependant, continue Hetzel, je vois du potentiel. Êtes-vous prêt à retravailler ? » « Retravailler comment ? Tout. Les personnages, le rythme, les dialogues. Je vous guiderai. Mais vous devez m'écouter, entièrement. C'est un marché, une proposition, la chance d'une vie. » Jules Verne accepte. Il ne sait pas encore qu'il vient de signer un pacte qui déterminera les 40 prochaines années de son existence. Un pacte faustien. La gloire contre la liberté. Le succès contre l'authenticité. Le contrat est rédigé quelques semaines plus tard. Les termes sont clairs, précis, implacables. 10 000 francs par an qui deviendront 20 000 plus tard. Une fortune pour l'époque. En échange, 2 à 3 romans chaque année. Un rythme effréné, une machine à produire. Mais ce n'est pas tout. Tous les droits appartiennent à l'éditeur. Et surtout, Hetzel a le pouvoir de modifier les textes comme il l'entend, de couper, d'ajouter, de transformer. « Vous comprenez ce que cela signifie ?» demande l'éditeur. « Je comprends. Je corrigerai, je couperai, je changerai ce qui doit l'être. Vous n'aurez pas votre mot à dire. Et si je ne suis pas d'accord ? Alors vous chercherez un autre éditeur. Avec votre parcours de 15 refus, je vous souhaite bonne chance. » Le silence s'étire dans le bureau. L'écrivain pense aux 15 portes fermées, aux années de misère dans des mansardes glacées, aux bébés qui pleurent à la maison et qu'il faut nourrir, à Honorine qui attend des résultats. Il prend la plume, il signe. Ce contrat le lira pendant 40 ans. Il fera de lui l'auteur le plus lu de France. Il lui apportera la fortune, la célébrité, une place dans l'histoire. Mais il lui prendra autre chose. La liberté de dire ce qu'il veut vraiment dire. Le droit d'être sombre quand il se sent sombre. La possibilité d'écrire pour les adultes plutôt que pour les adolescents.
La collaboration commence immédiatement. 5 semaines en ballon, le manuscrit initial devient entre leurs mains une machine bien huilée. Hetzel coupe les longueurs, resserre l'intrigue, humanise les personnages. L'écrivain apprend, s'adapte, comprend ce que le public veut. Le roman paraît en janvier 1863. C'est un triomphe immédiat. Les critiques sont enthousiastes, les ventes explosent. Un auteur est né. Mais très vite, les tensions apparaissent. Jules Verne a une vision sombre de l'avenir. Il voit les machines qui asservissent les hommes au lieu de les libérer, les villes qui étouffent leurs habitants, la science qui détruit autant qu'elle construit. Il veut écrire sur ces thèmes. Hetzel refuse catégoriquement. « Nos lecteurs veulent de l'espoir, dit l'éditeur, de l'émerveillement. Du rêve, pas de la noirceur. Mais c'est ce que je vois quand je regarde le monde. Ce que vous voyez n'intéresse personne. Ce que je publie doit se vendre, et la noirceur ne se vend pas. » En 1863, quelques mois après le succès de 5 semaines en ballon, l'écrivain termine un roman qui lui tient particulièrement à cœur. Il l'intitule « Paris au XXe siècle ». C'est une vision de la capitale française dans les années 1960. Un siècle dans le futur. Et quelle vision! Des automobiles propulsées par des moteurs à combustion interne sillonnent les boulevards. Des trains souterrains transportent des millions de passagers sous la ville. Des gratte-ciels de verre et d'acier percent les nuages. Des machines transmettent des documents à distance, ce que nous appellerions des télécopieurs. Des instruments de musique fonctionnent à l'électricité, produisant des sons jamais entendus. Mais ce n'est pas un monde heureux. Le chômage technologique frappe les masses. Les machines remplacent les hommes, qui errent sans but dans des villes devenues des prisons de béton. La culture classique agonise, remplacée par des divertissements vulgaires. L'argent est la seule valeur. La solitude ronge les âmes au milieu de la foule. Hetzel lit le manuscrit dans son bureau. Page après page, son visage se ferme. « C'est brillant, dit-il enfin, et c'est impubliable. » Pourquoi ? Parce que c'est trop déprimant. Personne ne veut lire ça. Les gens veulent croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et si demain est pire ? Alors il ne faut pas le leur dire. Rangez ce manuscrit dans un tiroir et n'en parlez plus. Le manuscrit disparaît, dans un coffre familial, dans l'oubli. Il ne sera retrouvé qu'en 1989, 84 ans après la mort de son auteur. Un arrière-petit-fils, Jean Verne, ouvrira le vieux coffre-fort et découvrira ces pages jaunies que personne n'avait lues depuis plus d'un siècle. Publié en 1994, le roman stupéfiera le monde. Comment un homme de 1863 pouvait-il prédire avec une telle précision le XXe siècle ? Les automobiles, le métro, les gratte-ciels, les fax, les synthétiseurs de musique, mais aussi le désespoir, la solitude, le vide spirituel d'une civilisation qui a tout sauf le sens. Hetzel avait tort de refuser ce manuscrit, et raison sur un point. Le public de 1863 n'était pas prêt. Il voulait des rêves, pas des avertissements. L'affaire du capitaine Nemo illustre mieux encore le pouvoir de l'éditeur sur l'œuvre. En 1869, Jules Verne travaille sur ce qui deviendra son chef-d'œuvre, 20 000 lieues sous les mers. L'histoire d'un sous-marin extraordinaire et de son capitaine mystérieux. Dans la première version du manuscrit, Nemo est un aristocrate polonais, un patriote dont la famille entière a été massacrée par les Russes lors d'une insurrection pour l'indépendance. Sa haine des oppresseurs est politique, concrète, ancrée dans l'histoire contemporaine. Chaque navire qu'il coule est un acte de vengeance contre ceux qui ont détruit sa patrie. Hetzel lit cette version et s'alarme. « C'est impossible, dit-il. Nous vendons des livres en Russie, vous voulez nous faire perdre ce marché ? » Mais c'est son histoire, c'est ce qui explique sa rage, sa grandeur et sa folie. Changez-la. En quoi ? Faites-en un prince indien, un homme qui se bat contre les Britanniques. Les Anglais sont des cibles plus acceptables.
L'écrivain proteste, argumente, supplie. En vain. Dans la version publiée, Nemo devient un personnage flou, sans passé précis, sans motivation claire. Un fantôme, une énigme. Ce qui était politique devient mystérieux. Paradoxalement, cette censure créera l'un des personnages les plus fascinants de la littérature mondiale. Nemo, justement parce qu'il reste inexpliqué, devient universel. Chaque lecteur peut y projeter ses propres révoltes, ses propres blessures. Mais son créateur n'en tirera aucune satisfaction. Il sait ce que Nemo aurait dû être, et ce qu'on l'a forcé à devenir. « Je suis dans une cage dorée », confie-t-il un jour à un ami. « On me nourrit bien, on m'admire, mais on me fait chanter ce qui plaît au maître. Les airs que je voudrais chanter, personne ne les entendra jamais. » Les interdits s'accumulent au fil des années. Pas de suicide de personnage. Même quand l'histoire l'exigerait, même quand la logique dramatique y conduirait. Les héros doivent vivre. Ou mourir en héros, jamais par leurs propres mains. Pas de critique ouverte de l'Église. La France reste un pays catholique. Les lecteurs pourraient s'offusquer, les familles pourraient refuser d'acheter. Pas de position politique tranchée. L'écrivain a des opinions, bien sûr, mais elles doivent rester invisibles. Le roman est un divertissement, pas un pamphlet. Pas de sensualité. Les romans doivent pouvoir être lus par des adolescents, par des familles réunies autour du feu. L'amour, s'il existe, reste chaste, distant, à peine suggéré. L'écrivain qui rêvait de Balzac, de Flaubert, de profondeur psychologique et de noirceur réaliste, se retrouve catalogué comme auteur pour la jeunesse, un amuseur, un vulgarisateur, un fabricant de rêves inoffensifs. Les critiques littéraires français le snobent ouvertement. Il n'est pas sérieux, il n'est pas littéraire, il est populaire, ce qui est la pire des insultes dans les cercles où l'on décide de la postérité. Je ne prendrai jamais ma place dans la littérature française, se lamente-t-il dans une lettre à un ami. On me lit, on ne me respecte pas. Il a raison, hélas. De son vivant, l'Académie française ne daignera jamais lui accorder un fauteuil. Ce n'est qu'après sa mort, bien après, que le monde commencera à comprendre ce qu'il était vraiment. Un visionnaire, un prophète, un génie emprisonné. Pourtant, les succès s'enchaînent à un rythme vertigineux. Voyage au centre de la Terre en 1864, De la Terre à la Lune en 1865, Les enfants du capitaine Grant entre 1865 et 67, 20 000 lieues sous les mers en 1869 et 70, Le tour du monde en 80 jours en 1873, Michel Strogoff en 1876. Chaque livre est d'un triomphe commercial. Les traductions se multiplient. L'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Amérique. Le nom de Jules Verne traverse les océans plus vite que ses personnages. Savez-vous qu'il est aujourd'hui le deuxième auteur le plus traduit au monde? Après Agatha Christie, devant Shakespeare lui-même. Plus de 150 langues, des milliards de lecteurs à travers les âges et les continents. Mais quelque chose se perd dans la traversée. Les traductions anglaises de l'époque sont désastreuses. On coupe des chapitres entiers pour raccourcir. On simplifie le vocabulaire pour un public qu'on suppose moins cultivé. On supprime systématiquement toute critique de l'Empire britannique, toute ironie sur la domination coloniale. Le lecteur anglophone découvre un auteur pour enfants, léger, inoffensif, divertissant. Pas le visionnaire inquiet que les textes originaux révèlent. Pas le penseur sombre qui doute du progrès. Cette trahison des traducteurs durera des décennies. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que des traductions fidèles commenceront à paraître. Trop tard pour changer complètement la réputation, mais assez pour que les universitaires réévaluent l'œuvre. Pendant que la gloire monte, la famille souffre. Michel grandit. Et c'est un enfant difficile. Des crises de colère inexplicables. Une incapacité à se concentrer sur quoi que ce soit. Une agressivité qui effraie les précepteurs. Un refus systématique de toute autorité. Aujourd'hui,
on parlerait peut-être de troubles de l'attention, de problèmes comportementaux. On chercherait des solutions, des thérapies, des médicaments. En ce temps-là, on parle de mauvais caractère, de paresse, de vice. On punit, on humilie, on enferme. Le père ne comprend pas cet enfant. Il ne comprend pas pourquoi les livres ne l'intéressent pas, pourquoi l'école le rebute, pourquoi rien de ce qui passionne le père ne trouve d'écho chez le fils. La mère, Honorine, prend la défense de l'enfant, avec une férocité qui surprend son mari. « C'est ta faute, accuse-t-elle. Tu n'es jamais là. Comment veux-tu qu'il t'admire s'il ne te voit jamais? Je travaille pour son avenir. Son avenir? Il a besoin de toi maintenant, pas dans tes livres, ici, avec nous, présent. » L'écrivain se réfugie dans son bureau. La porte se ferme, les pages s'accumulent. Le monde extérieur n'existe plus. Michel devient l'arme d'une guerre froide entre deux époux qui n'ont jamais su s'aimer. Elle le défend pour attaquer son mari, il le punit pour affirmer son autorité. L'enfant, au milieu, ne sait plus où est sa place. En 1869, tandis que 20 000 lieues sous les mers paraît en feuilleton dans le magasin d'éducation et de récréation, quelque chose de profond se joue dans l'esprit de son auteur. Le capitaine Nemo et son double inversé, son alter ego fantasmé. Nemo a fait ce que lui n'a jamais osé faire. Il a tout quitté. La société et ses compromis, la famille et ses obligations, les éditeurs et leur censure. Il vit sous l'océan, libre de toute contrainte, maître absolu de son destin. Son sous-marin, le Nautilus, est le bureau parfait. Une bibliothèque de 12 000 volumes, un orgue pour la musique, des collections de merveilles marines. Des hublots ouverts sur les prodiges des profondeurs. Aucun Hetzel pour censurer ses pensées. Aucune Honorine pour réclamer sa présence. Aucun Michel pour le décevoir. Nemo est l'homme que Jules Verne aurait voulu être. Libre, puissant, incompris mais souverain. Et le professeur Aronnax, le narrateur prisonnier du Nautilus, c'est l'homme qu'il est vraiment. Intelligent mais passif, observateur mais impuissant, fasciné par le génie qu'il côtoie, mais incapable de le suivre jusqu'au bout. Capable de décrire les merveilles, pas de les créer. À la fin du roman, Nemo disparaît dans un maelstrom. Un tourbillon géant l'engloutit avec son navire. Mort ou survie, le mystère demeure. Aronnax, lui, survit, rentre chez lui, reprend sa vie ordinaire, écrit ses mémoires. La métaphore est limpide pour qui sait lire. En 1868, l'écrivain achète son premier bateau, une petite chose modeste qu'il baptise Saint-Michel, du nom de l'archange. Puis un deuxième, plus grand, le Saint-Michel II. Puis un troisième, en 1877, le Saint-Michel III. Une merveille de 28 mètres, un yacht à vapeur, luxueux, rapide, un Nautilus de surface. Il navigue la Méditerranée, l'Atlantique, les côtes d'Europe. Il écrit à bord. Certains de ses plus grands romans naissent sur les flots, bercés par le roulis. Mais l'ironie est cruelle. L'homme qui a fait rêver des millions de lecteurs avec des tours du monde et des expéditions au pôle ne fera jamais lui-même le tour du monde. Son périple le plus lointain le mènera en Écosse et en Irlande. Quelques semaines, pas plus. Pourquoi ? Le contrat avec Hetzel exige 2 à 3 romans par an. Impossible de partir des mois entiers. Le prisonnier de la cage dorée ne peut s'éloigner trop longtemps de sa plume. Les yachts ne sont pas des vaisseaux de liberté. Ce sont des bureaux flottants, des prisons mobiles avec vue sur la mer. Il emporte sa chaîne partout où il va. En 1870, le monde bascule dans l'horreur. La France déclare la guerre à la Prusse, une guerre que tout le monde croit courte et victorieuse. En quelques semaines, c'est le désastre total. Les armées françaises s'effondrent. Napoléon III est capturé à Sedan. Paris est assiégé.
La République est proclamée dans le chaos et l'humiliation. L'écrivain, 42 ans, s'engage dans la garde côtière au Crotoy, en Picardie. Il ne combat pas vraiment, il surveille les côtes, monte la garde, observe. Et il voit passer les réfugiés, les colonnes de vaincus, les blessés qui hurlent sur les charrettes, les familles séparées, les enfants perdus. Le visage de la guerre moderne, industrielle, totale. Quelque chose se brise en lui, une foi, une illusion. Jusqu'alors, il croyait au progrès. Les machines, la science, l'éducation allaient rendre l'humanité meilleure, plus savante, plus sage, plus heureuse. C'était le credo du siècle, l'évangile de la modernité. La guerre lui montre autre chose. Les canons croupent en acier qui pulvérisent les fortifications comme du carton, les mitrailleuses qui fauchent des régiments entiers, les obus qui pleuvent sur les civils. La technologie mise au service de la mort avec une efficacité terrifiante. Ces romans d'après-guerre porteront cette blessure. Les savants ne seront plus seulement des bienfaiteurs de l'humanité, certains seront des monstres. Dans Les 500 millions de la Begum, publié en 1879, un scientifique allemand construit une cité entièrement vouée à la fabrication d'armes de destruction. Hetzel n'aime pas cette noirceur nouvelle. Il atténue, il adoucit, il force des dénouements optimistes. Mais quelque chose a changé dans la plume de son auteur. L'innocence est morte. Elle ne reviendra pas. La Commune de Paris achève la transformation politique. Pendant 2 mois, au printemps de 1871, les révolutionnaires tiennent la capitale. Ils brûlent les Tuileries, fusillent des otages, déboulonnent la colonne Vendôme, rêvent d'un monde nouveau sur les ruines de l'ancien. L'écrivain, de loin, observe avec horreur. Il voit dans la Commune le chaos, la destruction de la culture, la barbarie des masses déchaînées. Son républicanisme de jeunesse s'étiole. Il devient conservateur, méfiant envers tout ce qui ressemble à une révolution. Ce mouvement ne s'arrêtera plus. 20 ans plus tard, il choisira le mauvais camp dans l'affaire Dreyfus. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il y a un fils qui grandit et qui devient un problème. Michel a 15 ans en 1876. C'est une catastrophe ambulante. Il accumule les dettes de jeu, fréquente des prostituées, vole peut-être. Les précepteurs démissionnent les uns après les autres, épuisés, vaincus. Le père prend une décision terrible, une décision qui le hantera. Il envoie son fils à Mettray, une colonie pénitentiaire pour mineurs. Un établissement où l'on redresse les jeunes délinquants par le travail forcé et la discipline militaire. Un endroit dont on ne parle qu'à voix basse dans les familles respectables. 5 mois. 5 mois de cellules, de corvées, de punitions, de prières forcées et de marche au pas, de silence et de soumission. Michel écrit à son père, des lettres déchirantes. « Père, ici on nous bat pour un retard à la prière. Vous avez écrit sur la justice dans vos livres, sur les héros qui combattent la tyrannie. Où est cette justice pour moi? Suis-je moins que vos personnages ?» L'écrivain ne répond pas. Pendant des semaines, rien. Le courrier reste sans réponse. Puis une lettre brève, administrative, des conseils de bonne conduite, des exhortations à la discipline. Pas un mot de tendresse, pas une once de chaleur paternelle. Quand Michel sort de Mettray, quelque chose est mort entre eux. La possibilité d'une réconciliation véritable, d'un amour filial normal. L'adolescent haïra son père pendant des années. Cette haine se transformera en autre chose, plus tard, mais la blessure ne guérira jamais. Toute la France sait, les journaux murmurent, les salons chuchotent. Le plus grand romancier du pays, celui qui chante les héros courageux et les aventures nobles, a un fils délinquant. Un fils qu'il a dû envoyer en maison de correction. La presse ne dit rien ouvertement, mais les ennemis ricanent. L'humiliation est publique, totale, irrémédiable. L'écrivain se réfugie dans le travail, comme toujours. Les pages s'accumulent, les romans paraissent. Le monde extérieur n'existe plus. 1884. Michel a 23 ans.
Il annonce qu'il va se marier. La fiancée s'appelle Thérèse Taton. Le père n'approuve pas. Le mariage a lieu quand même. 2 enfants naissent. Le couple se déchire. 1885. Michel prend une maîtresse. Elle s'appelle Jeanne Reboul. Elle a 16 ans. C'est une actrice, une gamine. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Thérèse refuse le divorce. Les avocats s'en mêlent. Les journaux s'emparent de l'affaire avec délectation. Le fils du grand écrivain, l'amant d'une adolescente, le père d'un enfant illégitime. Le scandale éclabousse tout. Le romancier paie. Les dettes de jeu, les frais d'avocat, les pensions alimentaires, les arrangements discrets. Sa fortune s'érode. Il doit vendre des biens, des rêves. Un soir de 1885, seul dans son bureau d'Amiens, il reçoit une lettre de son fils. Une nouvelle demande d'argent. Encore, toujours. Il la pose sur la pile des manuscrits en cours. Robur le conquérant. L'histoire d'un inventeur génial qui a construit une machine volante. Un génie que le monde ne comprend pas. Un homme seul contre tous. Il regarde les lignes qu'il a écrites ce jour-là. Où s'est-il trompé? Avec Honorine? Avec Michel? Avec sa propre vie? La bougie vacille. La nuit est longue. Dans quelques mois, son éditeur mourra. Son mentor, son censeur, son geôlier de 40 ans. Et quelques jours après cette mort, un autre coup tombera. Celui-là, venu de son propre sang, il ne l'aura pas vu venir. Mars 1886. Le mois des catastrophes. Hetzel père meurt au début du mois. 40 ans de collaboration, de conflits, de compromis, de respect mutuel malgré tout. L'éditeur n'était pas un ami, pas vraiment, mais c'était un repère, une constante. Sa disparition laisse un vide étrange, comme une cellule de prison dont on aurait enlevé les barreaux, mais dont les murs seraient toujours là. Le fils, Jules Hetzel, prend la relève. Plus jeune, plus distant, plus froid. Le lien personnel se dissout. Il reste le contrat, la machine à produire des romans. Et puis, le 9 mars, nous y revoilà. Le portail de la maison d'Amiens, le neveu qui attend, le pistolet dans la poche. Quelques jours après avoir perdu son éditeur, l'écrivain perdra l'usage normal de sa jambe. La balle y restera pour toujours. Un rappel de plomb. 1887, 1 an après le coup de feu, un nouveau deuil. Sophie Verne, née Alotte de la Fuye, meurt à Nantes. La mère. Celle qui avait couru le chercher à Paris après le rejet d'Herminie. Celle à qui il avait promis, enfant, de ne plus jamais fuir. 3 coups en moins de 2 ans. L'éditeur, la jambe, la mère. L'écrivain a 59 ans. Il en paraît davantage, les cheveux blancs, la barbe broussailleuse, le regard fatigué derrière les lunettes qui s'épaississent. Il continue d'écrire, 2 à 3 romans par an. Le contrat l'exige. Le nouveau Hetzel l'exige. Mais la joie a disparu. Quelque chose est mort en mars 1886. Et ce n'est pas seulement un éditeur, une jambe ou une mère. C'est peut-être l'espoir lui-même. Revenons au 9 mars 1886. À cette minute précise où tout bascule. À ces 3 secondes qui sépareront à jamais l'avant et l'après. Gaston Verne attend depuis plus d'1 heure devant le portail de la maison. Les voisins l'ont remarqué. Un jeune homme nerveux, le regard fiévreux, qui fait les 100 pas sur le trottoir. Personne ne l'interpelle. C'est le neveu du grand écrivain, après tout. Il a le droit d'être là. Il attend probablement son oncle pour une visite familiale. Qui est-il vraiment, ce Gaston? Fils de Paul Verne, le frère cadet, le préféré du père. Celui qui avait choisi la marine, comme il convenait à un fils d'armateur nantais. Paul a toujours vécu dans l'ombre de son aîné célèbre, une ombre longue, étouffante. Toute sa vie, il a été le frère de Jules Verne. Jamais simplement Paul Verne, jamais lui-même.
Gaston a hérité de cette position ambiguë, neveu du plus grand romancier de France, éternellement présenté comme le neveu de. Jamais pour ce qu'il est, jamais pour ce qu'il vaut. Il a travaillé dans la diplomatie, un poste obtenu grâce aux relations de son oncle probablement, grâce au nom qui ouvre les portes. Puis les problèmes ont commencé, des crises de colère inexplicables au bureau, des accusations de complot contre lui, des comportements étranges qui inquiétaient ses supérieurs. On l'a renvoyé, discrètement, sans faire de bruit, pour ne pas entacher la réputation de la famille. Les médecins qui l'examineront après l'attentat parleront de paranoïa, de délire de persécution, de troubles mentaux graves. Les termes de l'époque sont approximatifs, les diagnostics incertains. Mais quelque chose, c'est évident, s'est déréglé dans cet esprit. Ce que nous savons avec certitude, quelque chose s'est brisé dans la tête de ce jeune homme de 26 ans. Quelque chose qui l'a conduit à charger un pistolet, à prendre le train pour Amiens, à attendre son oncle devant sa porte pendant des heures. Que voulait-il? Justice pour une offense imaginaire? Vengeance pour une blessure réelle? Reconnaissance pour une existence niée? Ou simplement être vu, enfin, une fois, par l'homme qui ne voyait que ses livres? 17h15. L'écrivain apparaît au bout de la rue. Il marche lentement, péniblement. Sa jambe gauche le fait souffrir depuis des mois. Le diabète ronge ses nerfs, ses artères, sa chair avec la patience d'un créancier. Chaque pas est un effort, chaque mètre une victoire sur la douleur. Dans sa poche, la lettre de Michel. Encore une demande d'argent, encore une humiliation à encaisser en silence. Son fils a besoin d'argent pour ses dettes, pour ses maîtresses, pour ses avocats. Toujours plus, jamais assez. Il ne remarque pas son neveu tout de suite. Ses pensées sont ailleurs. Dans le manuscrit qu'il vient de relire ce matin, Robur le conquérant. Dans les corrections qu'Hetzel fils a exigées. Dans cette fatigue qui ne le quitte plus. Gaston s'avance, sort de l'ombre. Mon oncle, le romancier lève les yeux. Reconnaît le jeune homme. Quelque chose dans son expression l'alerte immédiatement. Cette fièvre dans le regard, cette tension dans la mâchoire, cette immobilité de prédateur. Gaston, que fais-tu ici? Pas de réponse, ou peut-être une réponse que personne n'entendra jamais clairement. Les témoignages divergent sur ce point crucial. Certains voisins, interrogés plus tard, diront que Gaston a prononcé une phrase, une accusation peut-être. D'autres affirmeront qu'il n'a rien dit du tout, que tout s'est passé dans un silence terrible. Une version, jamais confirmée mais jamais démentie, prétend qu'il a murmuré 4 mots. Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Si c'est vrai, ces mots changent tout. Ils transforment l'acte fou en règlement de compte. Ils impliquent une faute cachée, un secret partagé, une raison que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Mais l'écrivain n'a jamais confirmé cette version. Il n'a jamais rien dit du tout sur ces mots. Et Gaston, enfermé dans son asile, n'a jamais expliqué. Ce qui est certain, il sort le pistolet de sa poche. Le premier coup de feu déchire l'air tranquille de la rue provinciale. La détonation rebondit sur les façades. Les oiseaux s'envolent. La balle siffle. Elle manque sa cible. S'écrase contre le mur de la maison voisine dans une gerbe de poussière. L'écrivain recule. Instinct de survie. Terreur pure. Incompréhension totale. Son propre neveu. Son propre sang. Un pistolet. Le deuxième coup ne manque pas. La balle s'enfonce dans la jambe gauche, juste au-dessus de la cheville, dans le muscle, dans l'os peut-être. La douleur est immédiate, fulgurante, aveuglante. Rouge. Il s'effondre sur les pavés mouillés par la pluie du matin. Le sang commence à couler, à imbiber le tissu du pantalon, à former une flaque sur les pierres grises. Gaston ne fuit pas.
C'est peut-être le détail le plus troublant. Il reste là, debout, le pistolet fumant à la main. Il regarde son oncle se tordre de douleur à ses pieds. Son visage n'exprime rien de lisible, ni satisfaction, ni remords, ni triomphe. Avide, une absence. Les domestiques accourent enfin. Des cris, le bruit d'une porte qui s'ouvre violemment. Une femme hurle, Honorine probablement, ou une servante. Des ordres fusent dans la confusion. Quelqu'un attrape Gaston par le bras. Il ne résiste pas, se laisse emmener comme un automate, comme un somnambule qu'on réveillerait doucement. Le pistolet tombe sur les pavés avec un bruit métallique. La scène entière a duré moins d'1 minute, peut-être 40 secondes. Le temps d'un battement de cœur qui s'affole, le temps de détruire une vie. Mais ses conséquences dureront 19 ans, jusqu'à la mort du blessé, et au-delà. Les heures qui suivent sont chaotiques. On transporte l'écrivain à l'intérieur de la maison, on l'allonge sur un lit. Un médecin est appelé en urgence, puis un deuxième. La blessure est examinée avec inquiétude. Le verdict tombe. La balle est logée profondément dans les tissus de la jambe. L'extraire serait trop dangereux. Elle risquerait de sectionner une artère, de provoquer une hémorragie fatale. Elle restera là, pour toujours. L'infection menace. Le diabète complique tout. Les tissus d'un diabétique cicatrisent mal, s'infectent facilement. Pendant des semaines, on craint le pire. La gangrène, l'amputation, la mort. Il survit. Mais quelque chose meurt quand même cette nuit-là. La police interroge Gaston dans une pièce de la préfecture. Il répond de manière incohérente, des phrases décousues, des accusations sans queue ni tête. Il parle de trahison, d'injustice, de secrets qu'on lui aurait cachés, de complot contre lui. Quel secret? Quel complot? Personne ne comprend, ou personne ne veut comprendre. Les médecins l'examinent pendant plusieurs jours. Leur conclusion est unanime. Démence. Irresponsabilité pénale. Le jeune homme ne sera pas jugé par un tribunal. Il sera interné. L'asile psychiatrique l'accueille quelques semaines plus tard. Il y restera jusqu'à sa mort en 1923. 37 ans entre les murs d'une institution. 37 ans de silence et d'oubli. Il ne parlera jamais de son geste, ne l'expliquera jamais, n'exprimera jamais de regret. Ou peut-être que si, dans des moments de lucidité que personne n'a consignés. Peut-être qu'il existe, quelque part dans les archives poussiéreuses de l'asile, des documents, des confessions, des explications. Si c'est le cas, ils n'ont jamais été rendus publics. La famille Verne a veillé au silence. Le secret a été maintenu pendant plus d'1 siècle. Que s'est-il passé entre l'oncle et le neveu avant ce jour fatal? La question hante tous ceux qui étudient cette histoire. Les hypothèses se multiplient. Aucune ne peut être prouvée avec certitude. Première hypothèse, l'argent. L'écrivain était riche à l'époque. Pas fabuleusement, mais confortablement. Son testament devait être connu de la famille, au moins dans ses grandes lignes. Gaston aurait-il découvert qu'il en était exclu? La rage d'un héritier spolié expliquerait le geste. Mais rien ne confirme cette théorie. Le testament définitif, rédigé plus tard, lèguera tout à Honorine, puis à Michel. Pas de trace d'un Gaston déshérité ou d'une promesse non tenue. Deuxième hypothèse, la rivalité fraternelle transmise. Paul, le père de Gaston, a toujours vécu dans l'ombre de son frère aîné. Une vie entière à être le frère de Jules Verne. Cette amertume, cette frustration, se serait-elle transmise au fils? Gaston aurait-il voulu détruire celui qui avait éclipsé son père, volé sa lumière? Plausible psychologiquement, impossible à prouver historiquement. Troisième hypothèse, le secret familial. Certains murmures, jamais confirmés, évoquent une révélation. Quelque chose que Gaston aurait appris, sur son oncle, sur sa propre famille, sur sa propre naissance peut-être. Quelque chose d'inavouable qui aurait fait exploser sa raison fragile. Une liaison cachée? Un enfant illégitime?
Une affaire financière malhonnête? Les rumeurs existent, les preuves, non. Quatrième hypothèse, la folie pure et simple. Pas de raison, pas de logique, pas de cause identifiable. Juste un cerveau qui dysfonctionne, un court-circuit neurologique, la paranoïa qui construit ses propres ennemis. La théorie la plus simple, la moins satisfaisante pour l'esprit humain qui cherche toujours du sens. L'écrivain, lui, n'a jamais proposé d'explication. Dans les rares lettres où il mentionne l'événement, il le fait en termes cliniques, distants. L'incident avec mon neveu, ma blessure à la jambe. Aucune émotion visible, aucune spéculation. Quand des journalistes l'interrogent, il change de sujet avec une habileté de politicien. Quand des amis insistent, il se ferme comme une huître. Ce mutisme est en soi une réponse, ou plutôt une question qui restera sans réponse. Les conséquences matérielles de l'attentat sont plus faciles à cataloguer que ces mystères. La claudication devient permanente. Chaque pas est une souffrance. La balle, logée dans les chairs, irrite les nerfs, provoque des inflammations récurrentes. Certains jours, il peut à peine marcher. D'autres, la douleur est supportable. Mais elle ne disparaît jamais complètement. Le yacht doit partir. Le Saint-Michel III, cette merveille de 28 mètres, ce Nautilus de surface qu'il aimait tant. Trop cher à entretenir maintenant que les frais médicaux s'accumulent. Trop difficile à manœuvrer pour un homme qui boite. Il est vendu en 1886, quelques mois après l'attentat. C'est la fin des voyages. Même les voyages modestes le long des côtes françaises. Désormais, l'écrivain restera à terre, cloué au sol par une balle et par le poids des années qui s'accumulent. Amiens devient son univers, définitivement. La maison du boulevard Longueville, son territoire. Le bureau au premier étage, son royaume. Le reste du monde n'existe plus qu'à travers les livres et les journaux. Il sort de moins en moins. Les visites se raréfient. Les amis meurent ou s'éloignent. Hetzel père est parti. Hetzel fils est distant, professionnel, dépourvu de la chaleur qui existait malgré tout avec le père. L'isolement s'installe comme une habitude, puis comme une nécessité, puis comme une identité. Il écrit. Toujours, encore. Le contrat l'exige. 2 à 3 romans par an. La machine ne s'arrête pas. Ne peut pas s'arrêter. Mais les romans changent, profondément. Robur le Conquérant paraît quelques mois après l'attentat. L'histoire d'un inventeur génial qui a construit une machine volante extraordinaire. Un engin plus lourd que l'air, des décennies avant les frères Wright. Une prophétie technique de plus. Mais Robur n'est pas un héros lumineux. C'est un personnage ambigu. Un visionnaire, oui, mais aussi un tyran. Il imposa sa supériorité au monde entier. Ne demande pas la permission. Ne cherche pas l'approbation. Prends ce qu'il veut. Le personnage est admiré et redouté, génial et menaçant. Ce n'est plus le savant bienveillant des premiers romans, celui qui éclaire l'humanité de son génie. C'est quelque chose de plus sombre, de plus dangereux, de plus humain peut-être. Les critiques notent le changement de ton. Certains l'attribuent à l'attentat, d'autres à l'âge, d'autres encore à cette fin de siècle qui sent la décadence et l'inquiétude partout en Europe. Peut-être tout cela à la fois. Les causes se mêlent, les effets se confondent. Les années qui suivent confirment la tendance sombre. Sans dessus-dessous, en 1889, imagine des savants américains qui veulent modifier l'axe de rotation de la Terre elle-même. Redresser la planète comme on redresse un tableau sur un mur. Le projet échoue, heureusement. Mais l'idée même, manipuler la planète comme un jouet, jouer à Dieu avec des équations, révèle une méfiance nouvelle envers la science sans limite. Le Château des Carpates, en 1892, est un roman gothique. Des fantômes, des illusions, un château sinistre dans les montagnes de Transylvanie. Loin, très loin, des aventures lumineuses de la jeunesse.
Le fantastique sombre remplace l'émerveillement scientifique. L'île à Hélice, en 1895, décrit une île artificielle peuplée de milliardaires américains. Une utopie technologique pour les ultra-riches, qui tourne au cauchemar. La richesse ne protège pas du malheur. Les machines ne garantissent pas le bonheur. L'argent ne peut pas acheter l'harmonie. Face au drapeau, en 1896, met en scène un inventeur français dont les découvertes sont volées par des pirates. La science au service du mal. Le génie détourné, exploité, perverti. Des avertissements. Des mises en garde. Des prophéties sombres que personne n'écoute vraiment. Le public veut des aventures, des héros positifs, des fins heureuses. On lui donne ce qu'il demande, en surface. Mais le poison est là, sous le vernis. La routine quotidienne ne varie pas pendant ces années de déclin. Levé à 5 heures, avant l'aube, toujours. Dans le noir de l'hiver ou dans la lumière grise de l'été. La discipline militaire d'un homme qui n'a jamais vraiment servi. Toilette rapide, café noir, sans sucre. Le diabète interdit les douceurs depuis longtemps. Puis le bureau. La pièce est encombrée de livres, de cartes, de globes terrestres. Des fiches partout, classées par thème, par pays, par sujet scientifique. Des notes accumulées pendant des décennies. Des coupures de journaux jaunies par le temps. L'écrivain est un chercheur autant qu'un conteur. Chaque roman exige des mois de documentation préalable. Chaque détail technique doit être exact, ou au moins plausible. Les erreurs sont traquées, corrigées, éliminées. Il écrit à la main, une écriture serrée, de plus en plus difficile à déchiffrer au fil des années. Les copistes qui transcrivent ces manuscrits se plaignent, mais ils refusent de dicter. Le contact de la plume sur le papier est essentiel. C'est par ce geste que les mondes prennent forme. Midi, le travail s'arrête. Le déjeuner est frugal. Le diabète impose des restrictions sévères. Plus de sucreries, plus d'excès, plus de plaisir de table. Une discipline de malade chronique. L'après-midi, quand la jambe le permet, une promenade. Quelques centaines de mètres, guère plus. Le tour du pâté de maison en boitant. Saluer les voisins. Échanger quelques mots sur le temps qu'il fait, sur les nouvelles du jour. Puis retour au bureau. Correction des épreuves, correspondance. Les lettres affluent du monde entier. Des lecteurs qui adorent ses livres. Des inventeurs qui prétendent avoir réalisé ses visions. Des fous qui affirment que ses romans sont des prophéties divines. Il répond à certaines, ignore la plupart. Le temps manque pour tout. Le soir tombe, le dîner avec Honorine, silencieux, souvent. Que reste-t-il à dire après près de 50 ans de mariage sans passion? Puis le lit, le sommeil difficile des vieillards, les douleurs qui réveillent, et le lendemain, tout recommence. En 1888, une surprise interrompt cette routine. Il est élu au conseil municipal d'Amiens. Ce n'est pas une sinécure honorifique. Il prend son rôle au sérieux. Pendant 15 ans, jusqu'en 1903, il siégera régulièrement, assistera aux réunions, défendra des causes. Le théâtre municipal d'abord. Il veut qu'on y joue des œuvres de qualité, pas seulement des vaudevilles populaires, de la vraie littérature dramatique, des classiques. Il se heurte aux élus qui préfèrent ce qui fait rire, aux religieux qui voient dans le théâtre un lieu de perdition morale. Le cirque, ensuite. Il aime le cirque depuis l'enfance, les acrobates, les clowns, les animaux savants. Un plaisir simple qu'il a gardé intact. Il défend le cirque municipal contre ceux qui veulent le fermer pour faire des économies. Ses batailles municipales sont modestes, provinciales, loin des grands débats parisiens. Mais elles le maintiennent en vie, le forcent à sortir de son bureau, à parler à des êtres humains plutôt qu'à des personnages de papier. Les relations avec Honorine se sont figées depuis longtemps dans une routine sans chaleur. Ils vivent sous le même toit, prennent leurs repas ensemble, dorment dans des chambres séparées depuis des années. Elle gère la maison avec efficacité, les domestiques, les factures, les visiteurs importuns. Elle fait écran entre lui et le monde, c'est son rôle.
celui qu'elle a accepté en l'épousant il y a si longtemps. L'aime-t-elle encore? L'a-t-elle jamais vraiment aimé? Ces questions n'ont plus de sens. Ils sont trop vieux pour l'amour, trop usés pour la passion. Ce qui les lie maintenant, c'est l'habitude, la lassitude partagée. Le contrat initial respecté jusqu'au bout. Parfois, rarement, un éclair de tendresse traverse cette grisaille. Un mot gentil au petit déjeuner, une attention pour un anniversaire, un souvenir partagé qui fait sourire. Puis le silence reprend ses droits. Michel, le fils prodigue, s'est calmé avec l'âge. Les scandales se sont espacés. La maîtresse adolescente, Jeanne Reboul, est devenue son épouse après le divorce avec Thérèse. Les enfants ont grandi. Une certaine respectabilité s'est installée, fragile mais réelle. Le père et le fils se voient parfois. Des visites prudentes, des conversations polissées. La guerre ouverte des années Maitret est devenue une paix armée. On évite les sujets qui fâchent. On parle de choses neutres. Mais la blessure reste, des deux côtés. Le père n'a jamais oublié les humiliations, les articles de journaux, l'argent dilapidé, les nuits d'angoisse. Il n'a jamais regretté Maitret officiellement. Mais la nuit, quand le sommeil ne vient pas, pense-t-il parfois à ces lettres désespérées restées sans réponse. Le fils n'a jamais oublié non plus l'abandon, l'enfermement, le silence paternel quand il appelait à l'aide. Il a appris à sourire devant le vieil homme, à jouer le rôle du fils réconcilié. Mais au fond de lui, quelque chose de dur demeure, quelque chose qui n'a pas pardonné. Cette dureté se révélera après la mort. En 1894, l'affaire Dreyfus éclate. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est le plus grand scandale judiciaire de la France du XIXe siècle. Un capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, est accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Les preuves sont fabriquées, les témoignages manipulés, le procès truqué. Dreyfus est juif. Dans la France de cette époque, l'antisémitisme est répandu, accepté, presque respectable dans certains milieux. Il est condamné. Dégradé publiquement dans la cour de l'école militaire, ses galons arrachés, son sabre brisé. Envoyé au bagne de l'île du Diable, au large de la Guyane, dans des conditions inhumaines. La presse nationaliste exulte. Un traître a été puni. L'honneur de l'armée est sauf. Mais des doutes surgissent. Les preuves sont fragiles, incohérentes. Un autre officier, Esterhazy, semble bien plus suspect. Des voix commencent à réclamer la révision du procès. Émile Zola publie son célèbre article « J'accuse » en janvier 1898. Une bombe. La France se divise en deux camps irréconciliables. Dreyfusards contre anti-Dreyfusards. Ceux qui croient à l'innocence contre ceux qui défendent l'armée à tout prix. Les droits de l'homme contre le nationalisme aveugle. Où se situe le romancier Damien dans cette tempête? Du mauvais côté de l'histoire. Il refuse de signer les pétitions en faveur de Dreyfus. Dans ses lettres privées, des phrases troublantes apparaissent. Des généralisations sur les Juifs, des préjugés venus d'un autre âge, d'une autre éducation. Comment comprendre cette position? Comment l'expliquer sans l'excuser? L'homme qui a créé des héros universels cède aux préjugés les plus étroits. Phileas Fogg l'anglais, Nemo l'apatride, Michel Strogoff le russe. Leur créateur, lui, choisit le camp de l'injustice. L'explication, sans doute, est dans l'évolution politique qu'il a connue. Le jeune révolutionnaire de 1848, qui croyait à la République et au progrès, est devenu un conservateur vieillissant. La Commune de Paris l'a effrayé. Le désordre le répugne. Tout ce qui menace l'ordre établi lui semble dangereux. Dreyfus innocent? Cela signifierait que l'armée a menti, que les institutions ont failli, que le chaos a raison contre la tradition. Pour lui, c'est inacceptable. Et puis, il y a l'air du temps.
L'antisémitisme n'est pas marginal en cette fin de siècle. Il est partout. Dans les journaux, dans les salons, dans les conversations ordinaires des gens bien. Résister à ce courant demande du courage ou de la clairvoyance. Le romancier n'a ni l'un ni l'autre sur ce sujet. Il suit le courant. Il pense comme son milieu. C'est une tache sur sa mémoire. Elle existe. Elle doit être dite. Elle ne peut pas être effacée. Mais elle ne résume pas l'homme. L'homme est plus complexe que ses erreurs. Ses livres sont plus grands que ses préjugés. La postérité l'a jugé sur les premiers, pas sur les seconds. Est-ce juste ? C'est une question qui dépasse le cadre de cette histoire. Chacun y répondra selon sa conscience. Les dernières années glissent lentement vers la fin. La vue baisse. Les lettres deviennent difficiles à tracer. Certains jours, il fait lire ces pages à haute voix par un secrétaire pour vérifier qu'elles ont du sens. La surdité progresse. Un bourdonnement constant dans les oreilles, jour et nuit. Les conversations deviennent pénibles. Il faut répéter, crier presque. Le diabète continue ses ravages silencieux. Des ulcères aux pieds qui ne guérissent pas, des infections récurrentes, la menace de gangrène qui rôde. Et la balle, toujours là, dans sa jambe. Compagne de plomb qui lui rappelle chaque jour ce matin de mars 1886. Il écrit pourtant, jusqu'au bout. En 1904, le maître du monde paraît. C'est la suite de Robur le Conquérant, écrit 18 ans plus tôt. Robur est de retour, mais il a changé. Il est devenu fou. Sa machine volante s'est transformée en engin de destruction absolue. Il défie le monde entier, se prend pour un dieu. Le roman se termine par sa mort, foudroyé en plein vol par un éclair, détruit par sa propre démesure, par cette hubris que les Grecs punissaient déjà dans leur tragédie. Est-ce un autoportrait inversé ? L'inventeur devenu tyran, puni par le ciel. Le génie qui va trop loin. Ou simplement un avertissement. La technologie sans limite mène à la catastrophe. Le progrès sans sagesse conduit à l'abîme. Les lecteurs de 1904 ne comprennent pas tous ces nuances. Ils veulent des aventures, des héros qu'on peut admirer sans réserve, des fins heureuses. Le maître du monde les déroute, les déçoit. Tant pis. Le vieil homme écrit ce qu'il veut écrire, ce qu'il doit écrire. Pour la première fois peut-être, il n'écoute plus vraiment les conseils de prudence. Dans les tiroirs de son bureau s'accumulent des manuscrits inachevés, des projets abandonnés, des visions trop noires pour être publiées de son vivant. L'un d'eux s'appelle L'Éternel Adam, une méditation vertigineuse sur la fin des civilisations, sur l'éternel recommencement de l'histoire humaine, sur la vanité du progrès qui croit toujours inventer ce qui a déjà existé et disparu. Ce texte ne paraîtra qu'après sa mort, modifié peut-être, par des mains qui ne sont pas les siennes. Car il y a les manuscrits laissés dans les tiroirs, et il y a le Fils qui attend. La mort n'est pas une fin, c'est parfois un commencement, le début d'une autre histoire, plus étrange peut-être que celle qui précède. Pour l'œuvre de Jules Verne, les années qui suivent son décès seront aussi tumultueuses que sa vie elle-même, car il reste quelqu'un qui attend son heure depuis 40 ans, quelqu'un qui a des comptes à régler avec un fantôme. Michel Verne a 44 ans quand son père meurt. Il n'est plus le délinquant de sa jeunesse, plus le scandaleux amant d'une adolescente. Le temps a poli ses angles les plus tranchants. La respectabilité est venue, tardivement, comme une marée qui monte après une longue nuit. Mais sous la surface lisse, quelque chose demeure intact. Une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée. Mes traits, les lettres envoyées depuis la maison de correction, restées sans réponse. Le mépris paternel qu'il a senti toute sa vie, même derrière les réconciliations de façade et les poignées de main polies. Et maintenant, il hérite. Pas seulement de l'argent, bien que celui-ci soit considérable. Pas seulement de la maison d'Amiens avec ses meubles et ses souvenirs.
Il hérite des manuscrits, des tiroirs pleins de pages inachevées, des romans que son père n'a jamais publiés, des visions trop sombres pour l'éditeur Hetzel, trop dérangeantes pour le public de l'époque. Michel ouvre ses tiroirs avec des mains qui tremblent peut-être. Il lit, page après page, nuit après nuit. Et il comprend quelque chose d'essentiel. Son père était un autre homme que celui qu'il montrait au monde. Un homme plus noir, plus désespéré, plus lucide sur la folie des hommes et la vanité du progrès. Derrière les aventures flamboyantes, derrière les héros lumineux et les machines merveilleuses, il y avait cette ombre, cette mélancolie profonde que l'éditeur avait toujours refusé de publier. Que faire de cette découverte ? Michel décide de publier, mais pas telle quelle. Les manuscrits sont incomplets pour la plupart, parfois incohérents, souvent inachevés au milieu d'une phrase. Il faut les terminer, les polir, les rendre présentables pour le public qui attend encore des romans de Jules Verne. Il se met au travail. Entre 1905 et 1914, 8 romans paraissent sous le nom du père défunt. Le phare du bout du monde, Le volcan d'or, La chasse aux météores, Le pilote du Danube, Les naufragés du Jonathan, Le secret de Wilhelm Storitz, L'étonnante aventure de la mission Barsac, Hier et demain, un recueil de nouvelles. 8 livres, 8 succès commerciaux. Les lecteurs sont ravis de retrouver leur auteur favori, même depuis la tombe. Les critiques saluent ses œuvres posthumes, les ventes sont excellentes. Mais quelque chose cloche. Certains critiques plus attentifs notent des différences de style, des tournures de phrases inhabituelles, des facilités que le maître ne se serait pas permises, des personnages qui ne ressemblent pas tout à fait aux héros verniens classiques. On attribue ces variations à l'âge du romancier au moment de l'écriture, à sa maladie, à l'évolution naturelle d'un écrivain qui vieillit. La vérité est ailleurs. Elle ne sera découverte qu'au XXe siècle, quand les chercheurs auront enfin accès aux manuscrits originaux conservés dans les archives familiales. Alors, la supercherie éclatera au grand jour. Michel n'a pas seulement terminé les romans de son père, il les a réécrits, parfois presque entièrement. L'étonnante aventure de la mission Barsac est pratiquement de sa main. Le manuscrit original du père contenait à peine quelques chapitres, une ébauche, des notes. Michel a inventé le reste. Les personnages secondaires, les rebondissements de l'intrigue, le dénouement, tout. Le secret de Wilhelm Storitz a été profondément modifié. Le père avait écrit une fin tragique, sombre, désespérée. Le fils l'a changée en fin heureuse. Plus vendeur, plus conforme aux attentes du public qui veut être rassuré. Le volcan d'or a subi le même traitement. Des personnages ajoutés de toutes pièces, des intrigues secondaires inventées pour étoffer l'histoire. Le squelette paternel recouvert d'une chair filiale. Était-ce une trahison? Une falsification? Un crime littéraire? Michel aurait sans doute protesté avec indignation si on l'avait accusé. Il rendait service à la mémoire de son père, aurait-il dit. Il complétait ce qui était incomplet. Il donnait au lecteur ce qu'il voulait et méritait. Il perpétuait une œuvre plutôt que de la laisser mourir. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus trouble. Une revanche peut-être, consciente ou non. Le fils rejeté prenait enfin le contrôle de l'œuvre du père. Il la façonnait à son image. Il signait de son nom ce qu'il n'avait pas écrit, et il écrivait ce qui serait signé d'un autre nom. Le père qui n'avait jamais voulu voir le fils comme un héritier digne. Le fils qui devenait, après la mort, le maître absolu de l'héritage, qui décidait ce qui serait publié et ce qui resterait dans l'ombre, qui réécrivait l'histoire à sa manière. L'ironie est parfaite et cruelle. Michel mourra en 1925, 20 ans après son père. Il emportera ses propres secrets, laissant derrière lui un héritage ambigu. Celui d'un homme qui fut peut-être, à sa manière, un écrivain lui aussi, mais qui n'aura jamais eu le droit de signer ses propres œuvres sous son propre nom. Le destin des fils de génie est rarement enviable. Revenons en arrière, au 24 mars 1905, au moment où tout s'achève. Le corps lâche depuis des mois,
une série d'attaques cérébrales, des petits accidents vasculaires qui s'accumulent comme des coups de marteau sur un mur qui s'effrite. Le côté droit se paralyse progressivement. D'abord la main, qui ne peut plus tenir la plume. Puis le bras, qui pend, inutile. Puis la jambe droite, qui refuse de porter le poids du corps. L'autre jambe, la gauche, porte toujours la balle de Gaston. Les deux jambes sont maintenant des ennemis. Écrire devient impossible. La plume tombe. Les mots s'arrêtent. Parler devient difficile. La bouche ne forme plus correctement les sons. Les phrases s'en mêlent. Il passe ses dernières semaines alitées, dans la chambre qui donne sur le boulevard. Par la fenêtre, il peut voir les passants quand on ouvre les rideaux. La vie qui continue dehors, sans lui, malgré lui. Honorine est à son chevet, fidèle jusqu'au bout. Cette femme qui n'a jamais vraiment aimé, qu'il a épousée par calcul il y a près de 50 ans, ne le quitte pas. Elle lui tient la main, lui parle même quand il ne peut plus répondre. Michel vient le voir. Une réconciliation tardive ? Ou simplement les convenances qu'il faut respecter ? Le fils au chevet du père mourant, l'image que la société attend. Que pensent-ils vraiment, ces deux hommes qui se regardent ? L'un qui s'en va, l'autre qui reste. Les mots qu'ils n'ont jamais su se dire flottent dans l'air de la chambre comme des fantômes. Que pense le mourant dans ces derniers jours ? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais peut-être pouvons-nous imaginer. Aux livres non écrits, ceux qu'Hetzel a refusés, ceux qu'il n'a pas eu le temps de terminer, ceux qui resteront dans les tiroirs et que d'autres mains transformeront. Au voyage non fait, le tour du monde qu'il a fait faire à Phileas Fogg, mais qu'il n'a jamais accompli lui-même. Les océans qu'il a décrits sans les traverser, les étoiles qu'il a visées sans jamais quitter la terre. À Caroline et son collier de corail, cette cousine qu'il aimait à 11 ans, ce rêve d'enfant brisé sur les quais de Paimboeuf. À Herminie et ses 30 poèmes, cette femme qu'il a aimée à 20 ans, cet amour rejeté qui l'a poussé vers le mariage sans amour. À Gaston et sa question sans réponse, ces mots prononcés avant le coup de feu, ce mystère qu'il emporte avec lui. Le 24 mars 1905, à 8 heures du matin, le cœur s'arrête enfin. Après 77 ans de battements, après 64 romans, après des milliards de mots lus par des milliards d'yeux. Les funérailles ont lieu à Amiens quelques jours plus tard. Des milliers de personnes suivent le cortège à travers les rues de la ville, des officiels en costume sombre, des admirateurs venus de loin, des curieux qui veulent voir, des enfants qui ne comprennent pas vraiment, mais qui sentent que quelque chose d'important se passe. La France entière rend hommage à son romancier. Les journaux publient des nécrologies élogieuses, le prophète de la science moderne, le père du roman d'anticipation, l'homme qui a fait rêver des générations. Les superlatifs s'accumulent. Les critiques littéraires restent plus réservées, même dans la mort. Un auteur populaire, certes, mais pas un grand écrivain. Pas au sens où Flaubert ou Zola sont de grands écrivains. Un amuseur, un vulgarisateur talentueux, un fabricant de rêves pour adolescents. Ce jugement condescendant mettra des décennies à évoluer. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les universitaires commenceront à relire l'œuvre avec des yeux neufs, à y découvrir des profondeurs insoupçonnées, à reconnaître le visionnaire derrière l'amuseur. Le corps est enterré au cimetière de la Madeleine, à Amiens. Plus tard, bien plus tard, une sculpture sera érigée sur la tombe. Elle représente un homme qui sort de terre, qui s'extrait de sa propre tombe, le bras tendu vers le ciel, vers les étoiles qu'il n'a jamais atteintes en personne, mais qu'il a rendues accessibles à l'imagination de tous. Aujourd'hui encore, des visiteurs viennent se recueillir devant cette tombe. Des touristes qui photographient la sculpture sans avoir lu un seul de ses livres. Des lecteurs fidèles qui déposent des fleurs
ou des messages de gratitude. Des rêveurs qui lui doivent leur vocation. En 1989, 84 ans après la mort du romancier, un événement inattendu secoue le monde littéraire. Jean Verne, arrière-petit-fils de l'écrivain, ouvre un vieux coffre-fort familial qui n'avait pas été touché depuis des décennies. Dedans, des papiers jaunis, des liasses poussiéreuses attachées par des rubans décolorés, et un manuscrit complet, parfaitement conservé, que personne n'avait lu depuis plus d'un siècle. Paris au XXe siècle, le roman perdu. Celui qu'Hetzel avait refusé en 1863 en le jugeant trop sombre, trop déprimant, trop contraire à ce que le public voulait lire. 126 ans plus tard, le monde découvre enfin ce que le monde n'était pas prêt à lire. Le roman imagine Paris dans les années 1960, un siècle exactement après sa rédaction. Et les prédictions sont stupéfiantes de précision. Des automobiles propulsées par des moteurs à combustion interne, exactement comme celles qui encombreront les rues du vrai Paris des années 60. Des trains souterrains qui transportent des millions de passagers, comme le métro parisien. Des gratte-ciels qui percent les nuages, comme ceux de la Défense. Des machines qui transmettent des documents à distance, comme les télécopieurs qui équiperont tous les bureaux. Des instruments de musique fonctionnant à l'électricité, comme les synthétiseurs qui révolutionneront la musique populaire. Mais aussi le chômage technologique, la déshumanisation du travail, la mort de la culture classique, remplacée par des divertissements de masse, l'argent comme seule valeur reconnue, la solitude des individus au milieu de la foule des villes géantes. Comment savait-il ? La question hante les lecteurs de 1994, quand le roman est enfin publié et devient immédiatement un best-seller mondial. Comment un homme de 1863 pouvait-il deviner avec une telle précision ce que serait le XXe siècle ? Non seulement les inventions techniques, mais aussi leurs conséquences sociales et psychologiques. Les réponses proposées varient selon les commentateurs. Certains parlent simplement de génie, une capacité extraordinaire à extrapoler les tendances, à prolonger les courbes du présent jusqu'à leur aboutissement logique, à imaginer les conséquences des innovations qui commençaient à peine à apparaître. D'autres invoquent des sources secrètes, des contacts avec des savants, des inventeurs, des visionnaires qui auraient partagé leurs intuitions les plus audacieuses avec le romancier. D'autres encore, plus fantaisistes, évoquent des sociétés secrètes, des loges maçonniques où se transmettaient des savoirs cachés, des cercles ésotériques où l'on apprenait à lire l'avenir. La vérité est probablement plus simple et plus mystérieuse en même temps. Il observait, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il réfléchissait avec une intensité que peu de gens peuvent soutenir. Et il voyait ce que les autres ne voulaient pas voir. Les machines qui remplacent les hommes. La vitesse qui détruit la contemplation. Le progrès technique qui n'est pas automatiquement un progrès moral. Hetzel avait tort de refuser ce manuscrit. Mais il avait raison sur un point. Le public de 1863 n'était pas prêt. Il voulait des rêves lumineux, pas des avertissements sombres. De l'espoir, pas de la lucidité inquiète. Le public de 1994 était différent. Il avait vécu 2 guerres mondiales. Il avait vu Hiroshima et Tchernobyl. Il savait que la technologie peut détruire autant qu'elle construit. Il était prêt à entendre ce que le prophète Damien avait à dire un siècle plus tôt. Les traductions posent un autre problème, un problème qui a déformé la réputation de l'écrivain pendant des générations entières. Les premières versions anglaises de ses romans, publiées de son vivant et après sa mort, étaient désastreuses. Traduites à la hâte par des gens qui ne comprenaient pas toujours ce qu'ils traduisaient, simplifiées pour un public qu'on supposait moins cultivé que le public français, expurgées de tout ce qui pouvait froisser la sensibilité britannique ou américaine. Dans 20 000 lieues sous les mers, les passages critiquant le colonialisme ont été supprimés. Les réflexions philosophiques du capitaine Nemo sur la liberté et l'oppression considérablement raccourcies. La complexité du personnage aplatie pour en faire un simple méchant de roman d'aventure. Dans Le Tour du monde en 80 jours, les descriptions ironiques de l'Inde sous domination anglaise ont été édulcorées. Le regard critique du romancier sur l'impérialisme, soigneusement gommé. Pendant des générations, les lecteurs anglophones ont découvert un auteur pour enfants, léger,
amusant, inoffensif. Pas le visionnaire sombre et complexe que les textes originaux révèlent à qui sait les lire. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que des traductions fidèles ont commencé à apparaître en anglais. Trop tard pour changer complètement la perception, mais assez pour que les universitaires du monde entier réévaluent l'œuvre et découvrent sa véritable profondeur. Il y a les mystères qui ne seront jamais résolus, qui resteront à jamais dans l'ombre. Pourquoi Gaston a-t-il tiré ? La folie pure ne suffit pas comme explication. Même les fous ont leurs raisons, même si ces raisons nous échappent. Quel délire habitait ce jeune homme de 26 ans ? Quelle injustice imaginaire ou réelle l'a poussé à lever son arme contre son propre oncle ? Les archives de l'asile où Gaston a passé 37 ans existent peut-être encore, quelque part dans une cave administrative, dans un carton oublié que personne n'a ouvert depuis des décennies. Peut-être contiennent-elles des confessions, des explications, des lettres. Personne n'a vraiment cherché. Ou ceux qui ont cherché n'ont pas voulu partager leurs découvertes. La famille a maintenu le silence pendant plus d'un siècle. Ce silence est peut-être la seule réponse que nous aurons jamais. Était-il franc-maçon ? La question revient régulièrement. Les indices sont nombreux mais jamais décisifs. La symbolique maçonnique semble traverser certains de ses romans. Les initiations, les épreuves, les passages de l'obscurité vers la lumière. Le capitaine Nemo ressemble par certains aspects à un maître de loge qui guide ses disciples vers la connaissance. Le Nautilus a un temple sous les eaux où s'accomplit une transformation spirituelle. Mais aucun document ne prouve une appartenance formelle à une loge. Aucune liste de membres ne contient son nom. Les chercheurs qui ont fouillé les archives des obédiences maçonniques françaises sont revenus bredouilles. Peut-être était-il sympathisant sans être initié. Peut-être connaissait-il des maçons qui partageaient leurs idées avec lui. Peut-être la symbolique était-elle simplement dans l'air du temps, partie de la culture de l'époque, et il la captait comme il captait tout le reste. Le mystère demeure, et demeurera. D'où venait sa prescience extraordinaire ? Comment a-t-il pu imaginer avec tant de précision des sous-marins électriques, des voyages lunaires, des visiophones, des hélicoptères, des bombes capables de détruire des villes entières ? La réponse la plus honnête, nous ne savons pas vraiment. Il lisait les revues scientifiques de son époque avec une attention maniaque. Il correspondait avec des savants et des inventeurs. Il accumulait des fiches sur tous les sujets imaginables. Il extrapolait à partir des découvertes existantes, prolongeant les courbes jusqu'à leur aboutissement logique. Mais cela n'explique pas tout. Il y a un saut, un bond, entre savoir ce qui existe et imaginer ce qui existera. Entre comprendre le présent et voir le futur. La plupart des esprits, même les plus brillants, ne font pas ce saut. Lui le faisait, naturellement, comme si le futur était un pays qu'il avait visité et dont il rapportait des cartes détaillées. Peut-être est-ce cela, le génie véritable, voir ce qui n'existe pas encore, et le décrire si clairement, si précisément, que d'autres pourront le construire. Revenons une dernière fois au 9 mars 1886, à ces 3 secondes qui ont tout changé. Maintenant, nous connaissons toute l'histoire, ou presque toute. Nous connaissons la famille aux origines troubles, dans cette ville de Nantes bâtie sur les profits du commerce maritime, peut-être aussi sur ceux de la traite des esclaves. Nous connaissons les amours brisés de la jeunesse, Caroline et son collier de corail, Herminie et ses 30 poèmes, le mariage avec Honorine, arrangement raisonnable entre 2 solitudes. Nous connaissons le fils devenu ennemi, Michel l'enfant difficile, Michel l'adolescent envoyé en maison de correction, Michel l'adulte scandaleux, Michel l'héritier qui réécrira l'œuvre du père. Nous connaissons les 40 ans dans la cage dorée du contrat avec Hetzel, les romans censurés, édulcorés, rendus acceptables pour un public qu'on ne voulait pas brusquer, les visions sombres enfermées dans des tiroirs. Nous connaissons la gloire immense et la solitude profonde, les yachts qui n'allaient nulle part, les voyages extraordinaires accomplis seulement sur le papier. Nous connaissons tout cela maintenant. Mais nous ne connaissons toujours pas la réponse à la question essentielle. Que s'est-il passé entre Gaston et son oncle ?
Quelle faute réelle ou imaginaire a conduit au coup de feu? Quel secret, s'il y en avait un, valait 2 balles de pistolet? 3 hypothèses resteront à jamais en suspens. Première hypothèse, Gaston a découvert quelque chose sur sa propre famille. Un secret de naissance, une vérité cachée. Quelque chose qui a fait exploser sa raison fragile. Deuxième hypothèse, Gaston a voulu venger son père, Paul, condamné toute sa vie à vivre dans l'ombre d'un frère plus célèbre. La jalousie transmise d'une génération à l'autre, transformée en violence. Troisième hypothèse, Gaston était simplement malade, paranoïaque, délirant. Il voyait des complots qui n'existaient pas, des offenses qui n'avaient jamais été commises. La tragédie sans raison, la pire de toutes. Laquelle est vraie? Peut-être aucune, peut-être toutes à la fois. La vérité humaine est rarement simple. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le romancier n'a jamais répondu à cette question. Jamais publiquement, jamais dans ses lettres, jamais dans ses derniers jours. Il a emporté le secret dans sa tombe. Sous cette sculpture qui le montre s'arrachant à la terre, le bras tendu vers le ciel. Amiens, aujourd'hui. Le cimetière de la Madeleine sommeille sous le soleil du printemps. Les allées sont bordées de tombes anciennes, de monuments oubliés, de noms que plus personne ne reconnaît. Mais une tombe attire encore les visiteurs. Une sculpture de bronze patinée par les années. Un homme qui émerge de la pierre, le bras tendu vers les nuages, le visage levé vers les étoiles qu'il n'a jamais atteintes, mais qu'il a rendues accessibles à tous. Le socle porte un nom, 2 dates, 1828-1905. Des touristes photographient avec leur téléphone. Certains n'ont jamais lu une seule de ces pages. Ils connaissent le nom, ils connaissent la légende. Ça suffit pour la photo. Des lecteurs fidèles déposent parfois des fleurs, une rose, un livre, une lettre de remerciement qu'il ne lira jamais mais qui compte quand même. Des enfants demandent à leurs parents qui était cet homme. Les parents expliquent comme ils peuvent. Le capitaine Nemo. Le tour du monde en 80 jours. Michel Strogoff. Des histoires qu'on lit encore, plus d'1 siècle après. Les enfants hochent la tête. Ils ne comprennent pas vraiment. Pas encore. Mais un jour, peut-être, ils liront. Et quelque chose s'allumera en eux. Cette étincelle que le vieux prophète d'Amiens savait faire jaillir mieux que personne. La ville continue de vivre autour du cimetière. Les voitures passent sur les boulevards, les trains sifflent au loin, comme ils sifflaient déjà de son vivant. Des avions traversent le ciel. Ces machines plus lourdes que l'air qu'il avait imaginé dans Robur le Conquérant des décennies avant qu'elles n'existent. Il y a des sous-marins au fond des océans. Plus sophistiqués que le Nautilus, mais inspirés par lui. Des stations spatiales en orbite autour de la Terre. Des hommes ont marché sur la Lune, comme dans De la Terre à la Lune. Des sondes ont quitté le système solaire, emportant des messages vers des étoiles lointaines. Tout ce qu'il avait rêvé s'est réalisé, et plus encore. L'a-t-il su, d'une manière ou d'une autre? Dans un au-delà auquel il ne croyait plus guère vers la fin de sa vie, a-t-il vu l'humanité réaliser ses prophéties les plus audacieuses? Si oui, sourit-il? Ou pleure-t-il? Car il avait aussi prédit les guerres technologiques, les bombes capables d'effacer des villes entières de la carte, la science mise au service de la destruction, le progrès technique qui ne rend pas automatiquement les hommes meilleurs. Tout cela aussi s'est réalisé. Hiroshima, les missiles nucléaires, les drones de combat, les armes autonomes. Le prophète avait raison, sur tout, le meilleur et le pire, l'émerveillement et l'horreur. Quelque part en ce moment, dans un pays lointain, un enfant ouvre un livre. Un vieux livre à la couverture fatiguée, trouvé dans la bibliothèque d'un grand-parent ou sur l'étagère d'une bouquiniste. Il lit les premières lignes. Ses yeux s'écarquillent, le monde autour de lui disparaît. Il est sur le Nautilus, 20 000 lieues sous les mers. Il est dans le ballon de 5 semaines en Afrique. Il est sur la fusée qui file vers la Lune. L'aventure commence. Pour lui comme pour des millions d'autres avant lui, elle ne s'arrêtera pas. Elle ne s'arrêtera jamais.
car les rêves que cet homme a semés continuent de germer, génération après génération. Il n'a jamais volé vers les étoiles lui-même. Il est resté cloué au sol par un contrat, par un mariage, par une balle dans la jambe, par les 1000 chaînes invisibles qui nous retiennent tous. Mais grâce à lui, d'autres ont volé, d'autres voleront encore, jusqu'aux confins de l'univers. C'est peut-être ça, finalement, l'immortalité. Pas la vie éternelle, mais les rêves qu'on laisse derrière soi, les étincelles qu'on allume dans les yeux des enfants qui ne sont pas encore nés. Jules Verne dort dans son cimetière d'Amiens, sous sa sculpture qui tend le bras vers le ciel. Et quelque part, à chaque instant, quelqu'un ouvre un de ses livres. L'aventure continue.